Bonjour à tous. Je me présente, Nadia Orubello, directrice principale développement corporatif à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire d'experts présenté par l'AVRI, intitulé Obligations environnementales, administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont plus importantes que vous ne pensiez. Le webinaire d'aujourd'hui sera l'occasion de sensibiliser les administrateurs et dirigeants d'organisations à leurs obligations en matière environnementale. Nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet Q&A tout au long du webinaire, puisqu'une période de questions suivra la présentation. Sans plus tarder, permettez-moi de vous présenter notre conférencière. Associée et avocate, Valérie Bellil est membre de l'équipe de droit administratif chez l'AVRI. Valérie conseille et représente les corps publics ainsi que des entreprises. Lorsqu'elle représente des entreprises, elle les conseille sur leurs obligations environnementales en contexte de transactions. Elle représente aussi ces entreprises devant les tribunaux administratifs et de droit commun. Son expérience inclut les cas de contamination de terrain, les travaux en milieu humide et hydrique et les travaux sans les autorisations environnementales requises. Ces domaines d'expertise incluent l'environnement, l'aménagement du territoire, l'expropriation, et la fiscalité municipale. Auteure de plusieurs articles spécialisés, Valérie agit également comme formatrice et conférencière pour divers organismes. Valérie, c'est à vous. Merci beaucoup, Nadia, de cette présentation. Alors, il me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des obligations environnementales des administrateurs et dirigeants. Effectivement, on se rend compte qu'il y a plusieurs volets là, des obligations des administrateurs et dirigeants qui sont parfois méconnus. Alors, il me fait grand plaisir de les partager avec vous ce matin. Alors, euh, comme contenu de présentation, euh, je vais débuter par présenter des obligations plus générales là, qui sont imposées aux administrateurs et dirigeants en vertu du Code civil du Québec et de lois constitutives des personnes morales ou entreprises. Ensuite, on pourra aborder les obligations qui sont plus spécifiques et qui, elles, découlent des lois visant la protection de l'environnement, ainsi que les impacts potentiels de certains comportements des administrateurs et dirigeants et les impacts que ces comportements-là peuvent avoir sur les activités de l'entreprise, particulièrement dans un contexte où une entreprise a besoin d'autorisation environnementale pour exercer ses activités. On verra que certains comportements d'administrateurs ou de dirigeants peuvent impacter ce droit au maintien là, d'activités autorisées. Donc, je débute avec les obligations plus générales des administrateurs et dirigeants, simplement revenir sur certaines notions de base qui découlent du Code civil du Québec et des lois constitutives de la personne morale. Alors, d'abord, évidemment, on sait qu'une personne morale, elle agit, mais elle agit par ses organes, par les personnes qui la composent, soit le conseil d'administration ou l'assemblée des membres. L'administrateur, lui, a un rôle de mandataire de la personne morale. Donc, dans l'exercice de ses fonctions, il doit respecter les obligations que lui impose la loi, l'acte constitutif de la société, les différents règlements qui peuvent s'appliquer. Le plus important à retenir, c'est dans son rôle, l'administrateur doit agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté, en recherchant essentiellement le meilleur intérêt de la personne morale.
Quant aux dirigeants, on prévoit au Code civil que la personne morale est représentée par ses dirigeants. On ne prévoit pas d'obligation similaire aux dirigeants des personnes morales au Code civil du Québec, mais on va retrouver des obligations très semblables qui s'appliquent aux dirigeants, mais qui vont se trouver, elles, dans des lois constitutives des sociétés, soit la loi sur les sociétés par action du Québec ou la loi canadienne sur les sociétés par action. Donc, ces lois-là vont toucher des obligations des dirigeants et on y prévoit que, selon la loi applicable, là, que le dirigeant doit agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté dans l'intérêt de la société. Ça, c'est pour la loi québécoise. C'est très similaire dans la loi canadienne où on dit que le dirigeant doit agir avec intégrité, bonne foi, au mieux des intérêts de la société, en agissant avec soin, diligence et compétence. Donc, le soin, la diligence et la compétence, on ferait preuve une personne prudente en pareille circonstance. Donc, ce sont les obligations, les responsabilités générales des administrateurs et des dirigeants. Maintenant, si on va du côté des lois visant la protection de l'environnement, on rajoute évidemment certains éléments. Pour ça, je dois vous parler dans un premier temps de la loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages. Donc, en 2002, cette loi est entrée en vigueur et elle a eu pour conséquence de réunir toutes les dispositions concernant les inspections, les enquêtes, les sanctions en cas de non-respect de plusieurs lois visant la protection de l'environnement. Et c'est cette loi qui comprend par ailleurs des obligations spécifiques aux administrateurs et dirigeants et qui rend ces obligations-là applicables dans le cas d'une toute une panoplie là, de lois visant la protection de l'environnement. Donc, on va avoir des obligations de nature financière, des sanctions pénales spécifiques qui vont s'appliquer pour les administrateurs et dirigeants en vertu de cette loi sur certaines mesures permettant d'appliquer les lois en matière d'environnement et de sécurité des barrages qu'on appelle LMA pour faire un peu plus court. Et c'est également en vertu de cette loi-là qu'on va voir que certains comportements d'administrateurs ou dirigeants peuvent affecter les activités de l'entreprise qui sont visées par une autorisation environnementale. Donc, comme je vous le disais, la LMA, on va voir les deux éléments, là, soit la responsabilité pénale d'administrateurs et dirigeants et les conséquences de leurs agissements en lien avec le régime d'autorisation environnementale. Mais d'abord, voici là, les lois environnementales qui sont concernées par la LMA. On en a plusieurs. La loi visant l'augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec, la loi sur la conservation du patrimoine naturel, la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la loi sur les pesticides, la loi sur la qualité de l'environnement, qui est un des plus gros morceaux, la loi sur la sécurité des barrages, et la loi sur la performance environnementale des bâtiments qui est plus récente. Donc, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la LMA prévoit des peines accrues pour les administrateurs et dirigeants lorsqu'ils commettent une infraction à une loi environnementale. On va prévoir que les montants minimaux maximum des peines sont doublés par rapport à ce qui est prévu pour une personne physique. On prévoit par ailleurs que l'infraction qui est commise par la personne morale est présumée être également commise par ses administrateurs et dirigeants, donc qui pourrait être visée personnellement pour une infraction commise par la personne morale. Ce
qui implique, bon, pour l'administrateur ou le dirigeant, la possibilité de présenter une défense de diligence raisonnable. Donc, de faire la preuve qu'il a agi euh, avec diligence, c'est-à-dire en prenant toutes les précautions nécessaires pour prévenir la perpétration, pardon, de l'infraction. Le devoir de diligence raisonnable quand on parle dans un contexte là, pénal, parce que c'est de ça dont il est question ici à la LMA. Donc, le devoir de diligence, ça repose sur une norme qui est objective, flexible, c'est-à-dire qu'on va on va comparer le comportement avec celui d'une personne raisonnable qui est placée dans les mêmes circonstances. Et il va falloir faire la démonstration qu'une personne œuvrant habituellement dans le domaine aurait porté le même niveau d'attention nécessaire pour se conformer à la loi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les administrateurs et dirigeants devraient s'assurer, évidemment, d'adopter un comportement empreint d'une rigueur, d'une minutie accrue lorsqu'il est question là, de l'application des lois environnementales, justement pour éviter quelques infractions. Et si jamais ça devait se produire, ben, être en mesure de faire une démonstration de diligence raisonnable. Maintenant, on prévoit également des peines pour quelqu'un qui aide à la perpétration de l'infraction. Et la manière dont l'article est rédigé dans la loi, on dit que quiconque aide une personne par un acte, une omission à commettre une infraction ou l'amène par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation, un ordre à commettre une telle infraction commet lui-même cette infraction. Donc, cette situation-là, oui, peut viser l'administrateur, peut viser le dirigeant, mais va par ailleurs dépasser l'administrateur, le dirigeant, pourrait même s'appliquer euh, à un consultant externe. Ça pourrait être un ingénieur ou un conseiller juridique, moi-même, si dans le cadre d'un conseil que je donnerais à un client, je l'emmènerais à commettre une infraction à une loi environnementale, bien, je pourrais être également là, reconnu comme ayant commis la même infraction que la personne morale que j'aurais conseillée. Donc, c'est encore beaucoup plus large là, que l'administrateur et dirigeant, mais évidemment englobe également l'administrateur et le dirigeant. Maintenant, la conséquence du défaut de payer par l'entreprise. Alors, on sait qu'en vertu des lois environnementales, il peut arriver qu'une personne morale, une entreprise, ait à payer diverses sommes. Ça peut être parce qu'il y a une sanction administrative pécuniaire qui est imposée, une amende, qu'on exige une compensation financière dans le cadre d'un avis d'exécution. On sait que maintenant, ça peut s'appliquer, par exemple, si une entreprise exerce des activités sans autorisation, mais en plus de commettre une infraction à la loi, bien, il y a une possibilité, par exemple, par le biais d'un avis d'exécution, de faire payer certains frais. Si la personne morale est en défaut de payer une somme qu'elle doit payer en vertu d'une loi environnementale, les administrateurs et dirigeants vont être solidairement tenus avec la personne morale au paiement de la somme. Solidairement, là, ça implique que chacun est responsable pour la totalité du montant. Encore une fois, l'administrateur ou le dirigeant peut s'en libérer s'il est en mesure de prouver qu'il a fait preuve de diligence et de prudence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.
D'où encore une fois, donc, l'importance pour les administrateurs et dirigeants de s'assurer de suivre de près les activités de l'entreprise pour prévenir les infractions aux lois environnementales parce que, ben, essentiellement, leur propre patrimoine pourrait être affecté si la personne morale fait défaut de remplir ses obligations. Il y a également des conséquences au comportement des administrateurs et dirigeants pour l'entreprise elle-même en lien avec le régime d'autorisation environnementale. Je vous parle ici du régime d'autorisation ministérielle, l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, parce que c'est le plus répandu, le plus connu, mais il y a d'autres régimes d'autorisation qui sont visés là, par la LMA en vertu de la loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la loi sur le patrimoine naturel, la loi sur la sécurité des barrages. Il y a des autorisations, des régimes d'autorisation qui sont prévus à ces lois-là. Je vous parle essentiellement ici de l'article 22 parce que c'est le régime d'autorisation le plus courant et celle dont les entreprises ont le plus souvent besoin. Donc, ce régime d'autorisation-là vise à encadrer des activités qui sont considérées comme susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'environnement. Donc, lorsqu'une entreprise souhaite exercer une activité qui est visée par ce régime d'autorisation, que ce soit parce qu'on veut faire des activités en milieu humide et hydrique, parce qu'on veut faire un prélèvement d'eau, parce qu'on a un réseau d'aqueducs, égouts de traitement d'eau à implanter, parce qu'on veut effectuer une activité industrielle qui va entraîner des rejets dans l'environnement. Il y a toute une série d'activités qui sont visées là, par le régime d'autorisation. Donc, pour être exercé légalement, c'est nécessaire d'obtenir préalablement une autorisation. Donc, l'autorisation est importante à obtenir, à détenir et à conserver pour pouvoir maintenir les activités de l'entreprise en toute légalité. Là où ça devient important pour l'administrateur ou le dirigeant, ou même l'actionnaire dans ce cas-ci, là, mais pas tout actionnaire. Là, on parle d'un actionnaire, une personne physique qui détient des actions conférant 20 ou plus des droits de vote. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'exercer un réel contrôle là, sur les activités de l'entreprise. Donc, selon les comportements de ces personnes, administrateurs, dirigeants, actionnaires, le ministre de l'Environnement pourrait refuser de délivrer une autorisation dans un contexte où on demande une autorisation pour un nouveau projet, refuser de modifier une autorisation qui a déjà été émise, et on sait que maintenant, ça passe beaucoup par la modification d'autorisations déjà émises, ou de renouveler une autorisation parce que certaines autorisations ont des échéances. Il pourrait aussi, de son propre chef, décider de modifier, de révoquer, d'annuler ou de s'opposer à la cession d'une autorisation. La cession de l'autorisation, ça peut devenir un enjeu important lorsqu'il y a une vente d'actifs. La cession des autorisations est nécessaire pour que l'entreprise qui acquiert les actifs puisse poursuivre les activités. Donc, ce sont des enjeux potentiellement importants là, pour la survie de l'entreprise et le maintien de ses activités. Maintenant, quels sont là, des exemples de comportements, justement, là, qui peuvent entraîner de telles conséquences? On en a quelques-uns ici. Lorsque un administrateur, dirigeant ou actionnaire a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou dénaturé ou a omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession d'une autorisation. S'il est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu d'une loi qui relève du ministre de l'Environnement, en défaut de payer une somme due
en vertu d'une loi relevant du ministre de l'Environnement. Ça peut inclure des sanctions administratives pécuniaires ou tout autre frais qui doivent être payés en vertu d'une de ces lois-là. D'autres cas, ça peut être d'avoir été déclaré coupable à une infraction à une loi qui relève du ministre de l'Environnement. Déclaré coupable à une infraction à une loi fiscale ou une infraction criminelle en lien avec l'exercice d'activités visées par l'autorisation. Le défaut de respecter un avis d'exécution, le défaut de respecter une ordonnance, toutes ces situations-là vont ouvrir la porte, la possibilité à ce qu'on refuse de délivrer une autorisation, on refuse de modifier une autorisation existante, on refuse d'en faire la cession ou on décide de modifier des conditions qui sont déjà dans une autorisation qui a été délivrée. Ce que ça veut dire, tout ça, c'est que le comportement des administrateurs, dirigeants, actionnaires peut avoir des répercussions sur l'obligation de la personne morale et en lien avec l'exercice de ses activités autorisées. Donc, ça peut nuire au maintien de ces activités, ça peut nuire dans un contexte de transaction, comme je disais tout à l'heure, à une cession d'autorisation. Donc, forcément, les administrateurs, dirigeants, actionnaires ont tout intérêt à s'assurer que la personne morale respecte les lois environnementales parce qu'il en va de non seulement de l'intérêt personnel des administrateurs et dirigeants qui ne voudront pas se retrouver avec une responsabilité au niveau pénal, là, à être poursuivis pour des infractions aux lois environnementales personnellement, mais aussi parce que il en va là, de la vitalité de la personne morale elle-même, là, du meilleur intérêt de la personne morale. Je vous parle maintenant d'autres obligations parce que je vais sortir de la LMA. Euh, il y a d'autres obligations, d'autres risques, précautions à prendre en tant qu'administrateur et dirigeant de manière plus large, ce qui me permet de revenir par ailleurs sur les obligations plus générales des administrateurs et dirigeants qu'on a vues au début de la présentation en vertu du Code civil et des lois constitutives. L'administrateur ou le dirigeant a une responsabilité, évidemment, à l'égard des actions de la personne morale. Euh, on a vu qu'ils peuvent engager leur propre responsabilité, mais ils peuvent aussi, évidemment, engager la responsabilité de la personne morale elle-même. Euh, ils ne doivent pas manquer à leurs obligations légales en agissant toujours avec prudence, diligence, honnêteté, dans le meilleur intérêt de la personne morale. Donc, c'est cette prudence et cette diligence-là dont il est question ici. L'obligation de diligence de l'administrateur est mesurée de manière objective, donc sa responsabilité peut être retenue même s'il agit de bonne foi, si ses agissements ne sont pas ceux d'une personne prudente dans les mêmes circonstances. Pour un administrateur, ça veut dire d'avoir une bonne connaissance de l'entreprise, de ses opérations, évidemment d'être présent aux réunions du conseil, mais d'avoir lu la documentation et de s'informer auprès des dirigeants des nouveautés pour l'entreprise, d'assurer un suivi. Évidemment, l'obligation ne va pas jusqu'à remettre en question le contenu des rapports des professionnels et des dirigeants de la personne morale de l'entreprise. Un administrateur peut se fier de bonne foi à ces rapports-là, mais il doit les comprendre suffisamment pour pouvoir poser des questions de clarification au besoin. Euh, tous les gestes ayant une portée environnementale qui sont posés par les entreprises ne sont pas évidemment tous couverts par la LMA. Et les lois dont la LMA assure l'application. Donc, on peut se replier sur certaines obligations plus générales des administrateurs et dirigeants
par rapport à certains comportements de la personne morale. Par exemple, une personne morale dans ses relations avec des investisseurs pourrait avoir à divulguer des informations sur son bilan en termes de développement durable, bilan de durabilité, d'émissions de GES, quelles sont ses pratiques d'un point de vue plus social. Et si ces informations-là ne sont pas divulguées avec honnêteté, prudence, eh bien, on pourrait engager d'une certaine manière la responsabilité de la personne morale si un investisseur, par exemple, se sent lésé par une information incomplète, inexacte qui lui a été divulguée. C'est pour ça qu'à cette date, on parle du recours en abus qui existe en vertu de la loi canadienne sur les sociétés par action et de la loi sur les sociétés par action du Québec, parce que ces lois-là prévoient qu'un actionnaire ou un autre intervenant peuvent intenter un recours en abus lorsque les agissements d'une personne morale causent un préjudice à leurs intérêts. Par ailleurs, on sait qu'il est d'actualité, évidemment, soit d'obtenir des certifications plus vertes, soit d'avoir de faire la promotion de certaines pratiques de l'entreprise sur la base d'une responsabilité environnementale. On sait qu'il existe là, des programmes de carboneutralité, Science-Based Targets. Il y a des subventions qui sont rendues accessibles aux entreprises qui adoptent un plan d'action environnementale. Il y a des normes d'information sur la durabilité ou des entreprises qui décident d'elles-mêmes de fournir des informations sur la durabilité, que ce soit en lien avec la décarbonation, les réductions de GES, toute pratique durable, de développement durable. Ces divulgations-là doivent évidemment être faites de bonne foi, mais de façon conforme à la réalité. Hein? On parlait également d'éco-blanchiment, greenwashing, qui sont plus des pratiques de marketing en lien avec la présentation des produits qui peuvent induire des consommateurs en erreur. Peut en découler un préjudice pour quelqu'un qui fait affaire avec une entreprise sur la base de ce qu'elle présente comme étant son bilan environnemental de manière fausse ou trompeuse. On peut penser à l'entreprise cotée en bourse qui veut s'assurer que ses fournisseurs remplissent certaines exigences en matière de protection de l'environnement ou de durabilité et qui seraient trompés par de fausses représentations. Ces gens-là pourraient avoir un recours contre l'entreprise elle-même. C'est important que les administrateurs, dirigeants aient bien ça à l'esprit. Par ailleurs, on mentionne également des modifications à la loi sur la concurrence pour viser spécifiquement l'éco-blanchiment. Les déclarations commerciales au sujet de la protection de l'environnement ou de l'atténuation des effets négatifs des changements climatiques devront être fondées sur une épreuve suffisamment appropriée ou à défaut, l'entreprise qui fait les déclarations pourrait être accusée de donner des indications commerciales trompeuses. Bon, ça montre une volonté, là, à tout le moins, de s'attaquer à ces enjeux-là. Donc, agir dans le meilleur intérêt de la personne morale pour un administrateur et dirigeant, ça implique de porter attention également
à ce genre d'allégations ou de renseignements qui sont fournis. Par conséquent, on considère que les administrateurs et dirigeants doivent faire preuve d'une diligence à l'égard de ces enjeux environnementaux ou déclarations environnementales en lien avec l'exploitation de l'entreprise. Et pour ce faire, pour protéger l'environnement, protéger la personne morale et se protéger eux-mêmes, évidemment, on conseille d'embaucher des experts conseils en environnement, de s'informer sur le passif environnemental de l'entreprise, de connaître là, ses responsabilités passées, présentes, d'anticiper ce qui s'en vient pour l'avenir, d'adopter des mesures de veille pour être capable d'agir quant aux responsabilités environnementales de l'entreprise, assurer un certain suivi des engagements environnementaux qui sont pris, s'il y a des engagements en matière de durabilité qui sont pris, notamment de pratiques d'entreprise, s'il y a des représentations qui sont faites à cet égard-là, et évidemment, opter pour une approche qui est proactive par rapport aux questions environnementales, faire des rapports, avoir des plans d'action, être en mesure d'imposer des mesures correctives rapidement s'il y a lieu. Évidemment, là, on est plus dans la gestion, dans l'opération, mais comme administrateur, c'est bon de jeter plutôt un regard de loin sur ces questions-là, s'assurer que l'entreprise est bien outillée. Évidemment, les répercussions les plus importantes dans ces cas-là justement de fausses représentations trompeuses, vont être d'abord sur la personne morale elle-même, le, le- le manque de prudence des administrateurs ou dirigeants là, qui pourraient donner lieu à ce genre de situation va affecter d'abord et avant tout la personne morale. Cela dit, si c'est l'administrateur ou le dirigeant qui fait de telles déclarations dans un contexte où il sort de son mandat, mais il peut également aussi engager sa propre responsabilité civile en vertu des règles générales de responsabilité du Code civil du Québec. Ultimement, euh, qu'est-ce qui peut arriver pour un administrateur? C'est d'être destitué de ses fonctions par les actionnaires ou les membres selon les règles de la société. Il existe des situations où un administrateur peut être destitué par le tribunal lorsqu'on constate, par exemple, qu'il enfreint à répétition des lois relatives aux personnes morales ou manque à ses obligations d'administrateur. Ces cas-là sont quand même assez rares et ce sont dans des situations très lourdes. Est-ce qu'avec justement la sensibilité environnementale qui augmente, on verra de ces situations-là en lien avec des obligations environnementales? C'est tout à fait possible que dans l'avenir, ce soit utilisé dans des situations comme ça. Le dirigeant, lui, peut être démis de ses fonctions, évidemment, par le conseil d'administration s'il n'exerce pas ses fonctions avec la prudence, la diligence, l'honnêteté requise. Donc, il y a un risque réputationnel pour les individus et un risque également pour la personne morale elle-même dans les cas où on ne porte pas suffisamment attention aux obligations de nature environnementale. Alors, ça complète le contenu de la présentation. Merci beaucoup, Mais Valérie. Deux questions peut-être qu'on oui, pourrait adresser, puis un rappel aux participants d'inclure vos questions dans l'onglet Q&A. Euh, pardon. Alors, une première question. Est-ce que vous recommandez d'avoir une personne dédiée, responsable des enjeux environnementaux au sein d'un conseil d'administration, par exemple?
Mais je pense que ce serait une bonne idée d'avoir, tu sais, souvent dans les conseils d'administration, on voit qu'il y a il y a différents comités là, qui se font en lien avec, par exemple, la gouvernance, en lien avec la gestion des ressources humaines, selon la nature, évidemment, de l'entreprise en question. Mais oui, je pense que ce serait une bonne idée, que ça pourrait être une façon de s'assurer que ces questions-là demeurent à l'ordre du jour et la personne plus en charge, dans le fond, serait responsable là, de faire le suivi avec les autres membres du conseil. Il peut y avoir un comité dédié. Encore une fois, ça dépend de la nature de l'entreprise. Certaines entreprises sont plus susceptibles d'être confrontées à des risques environnementaux que d'autres. Mais de manière générale, je pense que c'est une bonne idée de l'envisager puis de moduler la manière dont c'est mis en place en fonction des risques environnementaux liés à l'entreprise en particulier. Mhm. Une deuxième question, ça change un peu le sujet, mais bref, euh, oui puis non. Dans les dossiers, je vais juste lire, bien lire la question. Dans les dossiers que vous côtoyez au niveau de fusion et acquisition, Mhm. constatez-vous que les entreprises ayant de bonnes pratiques en matière de la gestion des questions environnementales, en général, sont plus attractives pour de potentiels acheteurs, par exemple? Je suis persuadée que oui. Hmm. Je suis persuadée que oui, parce que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que dans des contextes d'acquisition, euh, dans des contextes de transactions entre parties privées, là, des fois, on voit que il y a certaines entités qui nous disent ben, on est prêt à prendre certains risques, ça, on est prêt à assumer tel risque, mais généralement, le risque environnemental, ils veulent que de plus en plus que ce soit bien documenté, qu'on leur soulève tous les enjeux potentiels. Donc, les gens sont très soucieux de comprendre les impacts, de les connaître, de se faire une tête dans un contexte d'acquisition. Donc, je suis persuadée qu'une entreprise qui est bien menée à cet égard-là, et ça va aller tout le temps en augmentant là, mon propos, là, je pense, qui est bien menée, qui a de bonnes pratiques, qui n'a pas non seulement là, n'a pas d'avis de non d'avis de non-conformité ou d'infraction, mais qui en plus fait la démonstration de bonnes pratiques mises en place, de suivi, va être beaucoup plus attractive, j'en suis certaine. Mhm. Merci pour cette réponse. Alors, une autre question, plus dans communauté d'affaires, mais côté OBNL, en fait. Dans quel comité cela appartient, disons, dans un OBNL pour les questions générales d'environnement et responsabilité sociale? Donc, ça revient un peu à la question 1 en termes de conseil d'administration. Ça serait peut-être dans quel comité selon vous? C'est une bonne question. Mhm. Je pense que ça pourrait peut-être relever de la gouvernance. La gouvernance et des meilleures pratiques. Parce que quand on parle d'environnement, on parle de développement durable, ça va inclure des pratiques de gouvernance. Donc, je le vois bien s'associer à ça. Excellent. Et je pense que j'ai une dernière question. Juste un petit moment. Encore une fois, je vais bien lire la question. Donc, pouvez-vous nous donner un exemple concret qu'une personne morale pourrait contrevenir à ses obligations environnementales? Oh mon Dieu, mais il y en a tellement. Euh, Un exemple concret où une personne morale contrevient à ses obligations environnementales, ça va dépendre là, de la nature de la personne morale en question. Mais d'abord, si elle n'a pas toutes les autorisations requises pour effectuer ses activités, ou si ces autorisations ne sont pas à jour. Hein, les activités ont modifié dans le temps, mais les autorisations, on ne les a pas faites mettre à jour. Donc, Mhm.
ce qu'on fait ne correspond pas à ce qui est autorisé. C'est des infractions à la loi sur la qualité de l'environnement. J'ai un déversement accidentel. Je ne préviens pas le ministre rapidement, le ministre de l'Environnement. Un déversement de produits dangereux, par exemple. Il y a tellement de situations, selon la nature de l'activité, parce qu'il faut comprendre que si on prend juste la loi sur la qualité de l'environnement, il y a, il y a la loi sur la qualité de l'environnement, puis il y a une panoplie de règlements qui vont s'appliquer selon la nature de l'activité, là. Une entreprise dans le domaine de la construction qui fait des travaux en milieu humide, hydrique, sans avoir les autorisations nécessaires, qui va remblayer dans un milieu humide. C'est un manquement aux obligations environnementales pour une personne morale. Il y en a de toutes les sortes, là. Il y en a pour la gestion des matières dangereuses. Ça peut être des règles de tenue de registre, des règles d'étiquetage, des règles d'entreposage, entreposage à l'intérieur, dans un milieu fermé, etc. Donc, croyez-moi, il y a plusieurs façons. J'y crois, j'y crois. C'est un sujet effectivement très complexe. Nous sommes à la fin, en fait, de la période de questions. Merci encore, Valérie, pour cette présentation fort intéressante et une présentation exhaustive. En fait, j'imagine qu'on peut en parler pour plusieurs heures, mais Certainement. mais c'était très bien. Merci encore. Merci également à vous tous d'avoir été des nôtres pour ce webinaire d'experts présenté par Lavery. Le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube et le site web de la Chambre et vous allez recevoir aussi un courriel de remerciement avec le lien de la présentation, vers la présentation, pardon, ainsi que la rediffusion. Nous vous invitons en fait à consulter aussi le calendrier des actifs de la Chambre. Nous sommes encore en action d'ici la fin juin. Donc, plusieurs activités de réseautage, des causeries, etc. Donc, on vous invite à consulter notre calendrier aussi. Merci encore, Valérie. Merci, Lavery. Et merci à vous tous. Je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Merci beaucoup.